Donc, je suis Camille, je me présente, je travaille chez Dinergy et je suis responsable de la notoriété. Je vais commencer par une petite présentation rapide de qui nous sommes Dinergy si vous ne nous connaissez pas encore. Donc, Dinergy, c'est un accélérateur d'innovation. On existe depuis 20 ans et on est présent dans 5 agences en France, Lyon, le siège, Marseille, Grenoble, Nantes et Paris. Nous avons 120 collaborateurs, donc répartis partout en France. Et nous avons créé la première ingénierie d'innovation globale, c'est-à-dire que nous sommes présents pour répondre aux enjeux de l'innovation via 3 métiers complémentaires. Le premier métier, c'est la veille et la prospective, au service évidemment de notre agence et de tous nos consultants, mais aussi pour nos clients qui vont de la start-up au grand groupe. Le management de l'innovation, et ce qui va nous concerner aujourd'hui, le financement de l'innovation, qui est notre cœur de métier, sur lequel nous sommes présents sur tous les leviers dédiés à la stratégie de financement de l'innovation, que ce soit le levier fiscal, le levier de subvention, ainsi que la dette bancaire. Et nous sommes présents auprès de partenaires fonds sur le dilutif, donc, qui nous font confiance et avec qui nous travaillons tout au long de l'année et partout en France. Et nous créons des partenariats comme celui avec Paris Business Angel, justement pour être proche de la partie dilutive, étant nous experts sur le non dilutif. Je laisse donc la main à Valentin de chez Paris Business Angel qui va vous présenter voilà, notre partenaire. Merci Camille pour l'intro, pour me présenter. Donc moi je suis Valentin, je suis le DG de Paris Business Angel, PBA. Aujourd'hui on est un réseau d'investisseurs qui compte plus de 200 membres avec typologie entrepreneurs et cadres dirigeants de grands groupes. Voilà, nos investisseurs sont des personnes qui ont de l'argent et du temps à consacrer aux startups puisque l'idée, avant tout, en tant que BA, c'est évidemment d'investir de l'argent, mais derrière, de valoriser toute l'expertise qu'on peut avoir pour de la smart money auprès des startups, pour leur permettre justement de pouvoir accélérer le niveau business et passer un petit peu les écueils qui suivent les années, enfin les premières années de développement. Donc, en tout cas, nos BA sont très attachés à ça et c'est une des grosses forces du réseau que de pouvoir avoir de l'expertise dans plusieurs domaines, puisque nous, de notre côté, on est généraliste en termes d'approche, on investit dans tous les secteurs, tout ce qui se finit par tech globalement, et nos membres aujourd'hui sont experts de nombreux secteurs. On investit une moyenne annuelle entre 4 millions et 4 millions 5 millions, avec un ticket moyen de 350 000 euros, spécialisé sur du seed, donc des startups qui sont assez jeunes, généralement, qui ont entre 6 mois et 3-4 mois d'existence et qui cherchent à lever leur premier tour de table ou celui juste après la Love Money. Donc, on intervient à partir de 150 000 euros minimum de tickets jusqu'à 900 000 max et avec ce ticket moyen à 350. Et on investit une dizaine de nouvelles sociétés par an en ayant eu un screening total de 1500 à 1800 dossiers que l'on préqualifie avec les équipes, mais également au travers de nos process grâce à nos membres qui font partie aussi du process PBA dans l'investissement. Voilà. Je prends la suite pour présenter les speakers du jour que vous allez entendre tout à l'heure. Donc, Sacha Benamou, qui a fondé son agence en affaires publiques, va introduire voilà, ce webinaire. Swad et Valentin sont nos 2 consultants experts en financement de l'innovation pour la partie Dinergy. Et Valentin, qui vient de parler, est notre expert côté Paris Business Angel. Et pour ce qui est du sommaire, avant que je laisse la parole à Sacha, donc dans un premier temps, nous allons parler du contexte et enjeux de cette fameuse loi finance pour essayer de comprendre un petit peu les mouvements qui se jouent au Parlement. En deuxième partie et troisième partie, on aura Dinergy qui vous fera un état des lieux et un décryptage des modifications, évolutions, changements liés à la loi finance 2025 et 2026 pour la partie fiscalité, mais aussi les aides publiques, donc la partie subvention. Et on aura une conclusion à 2 voix portée par Dinergy et PBA. Sur la partie questions-réponses, si vous avez des questions, on pourra en prendre quelques-unes après la présentation de Sacha, donc la première partie, et on prendra toutes vos questions restantes en toute fin de webinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat.
voilà, ou les poser au moment où on ouvrira les sessions de Q&A. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Du coup, je crois que c'est à moi pour la première partie. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Bon, je passe rapidement là-dessus. Donc, comme me l'a dit Camille, j'ai fondé mon agence il y a 3 ans, Humaine Influence, avec laquelle je fais de la stratégie d'influence. Donc, des affaires publiques, mais plus globalement, de la communication corporate, de l'événementiel, des relations médias, donc vraiment de l'influence at large. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une petite étude que j'ai menée en fait sur les rapports de force politiques et les narratifs dominants sur vos sujets, sur le sujet de l'innovation et des dispositifs relatifs à l'innovation. En fait, j'ai travaillé avec l'Open Data du Parlement pour vraiment analyser le discours. Donc, c'est pas tant les amendements qui ont été adoptés ou non, hein, et les dispositifs qui ont changé. Ça sera, je crois, les parties d'après qui vous sera présenté. Mais c'est une analyse sémantique, en fait, sur les grandes tendances du débat. En fait, pour être clair, c'est finalement quels sont les sujets à anticiper et quelles seraient les conséquences, par exemple, d'un changement de majorité, de président de la République, etc. Enfin, là, on va arriver sur des années électorales. Donc, je vais vous donner un peu les équilibres qu'il y a, y compris par bloc, par groupe, quels sont les discours qui sont portés et comment ça peut, je pense, vous aider aussi peut-être à anticiper certains changements qui pourraient arriver en fonction des résultats des élections. Et même sans changement, d'ailleurs, il y a quand même des convergences fortes, vous le verrez, qui donnent des tendances de long terme qui ne sont pas forcément traduites dans ce qui a été effectivement adopté. Donc, si on regarde l'ensemble du corpus que j'ai étudié, c'est-à-dire en fait les occurrences sur l'innovation et sur les dispositifs relatifs à l'innovation, tout confondu, on a plutôt une majorité d'occurrences positives, ce qui convient quand même que les acteurs politiques, en général, sont dans une posture plutôt de soutien à l'innovation. En fait, on voit qu'il y a quand même une part négative qui est pas vraiment marginale, 37%, et en fait, elle correspond, on va le voir juste après, à la critique sur le coût de certains dispositifs, sur une critique de leur efficacité ou des effets d'aubaine qu'ils peuvent créer. Si on s'intéresse un peu plus finement aux différents termes en fait du débat, on voit par exemple qu'il y a une très très nette majorité d'occurrences positives quand on parle d'innovation. Donc l'innovation est vue comme quelque chose de bien, en tout cas, enfin toujours décrit de manière positive dans le débat parlementaire. Quelque part, fort heureusement, le crédit d'impôt recherche aussi est plutôt majoritairement décrit avec des mots positifs, mais on voit quand même que c'est plus la même proportion, qu'il y a une forte critique en fait du dispositif que je crois que vous connaissez tous. Enfin, vous connaissez déjà tous ces critiques. Et là, on voit qu'un dispositif comme le GEI, qui est un peu plus jeune, pour le coup, proportionnellement, est moins exposé aux critiques, mais c'est aussi dû à façon d'exposition, c'est dû à sa jeunesse, mais aussi au fait qu'il soit moins large et moins coûteux. En fait, on va le voir sur le CIR, c'est vraiment le volume d'argent public dépensé qui fait l'objet de critiques. La petite observation sur cette illustration-là, c'est la très faible part de mention du mot deep tech dans le débat. Donc, sur l'ensemble du débat parlementaire sur le budget, qui a duré quand même près de 6 mois, le mot deep tech a été prononcé seulement 15 fois. Et là, ça montre quand même que c'est quelque chose qui reste marginal dans le discours politique, mais qui révèle une méconnaissance en fait vraiment de l'objet deep tech, de sa définition et de ses enjeux. Bon, là, je ne vais pas m'attarder sur une analyse groupe par groupe. On pourra peut-être même y revenir après dans les questions, mais si on regarde, je groupe par groupe, la manière dont sont évoqués ces différents items, on voit que, par exemple, je vais donner des exemples les plus significatifs. Au niveau de la France insoumise, on parle beaucoup du CIR, en fait, en proportion beaucoup plus du CIR que d'innovation, ce qui est unique, hein, quand vous voyez, les autres parlent toujours plus d'innovation que du CIR. Donc, ça montre quand même qu'il y a un positionnement critique du dispositif qui est certain, qui est très critique, mais finalement aussi peu de défense de l'innovation, parce qu'on va le voir sur les discours qui sont portés par les autres groupes, en fait, il y a toujours une critique, mais voilà, on propose autre chose ou on ferait mieux comme ça, etc. Là, il y a vraiment une critique
de LFI qui est radicale sur le fait que c'est une dépense nette pour la nation et que finalement, en quelque sorte, ça n'aide personne. À l'inverse, on voit qu'au niveau du groupe Ensemble pour la République, PR, donc ça correspond à Renaissance, là, il y a une différence nette entre le nombre de mentions d'innovation et de CIR, et là, on voit que c'est un groupe qui se positionne vraiment sur la défense de l'innovation, pour autant qu'il ne défend pas forcément un statu quo, même si c'est aussi, il fait partie des autres groupes centraux des défenseurs des dispositifs pendant le débat, mais on voit quand même qu'ils adoptent une position un peu de critique à la marge. Pour ce qui est des groupes plus centre-droit, mais en incluant aussi le MoDem, alors c'est pas un groupe de centre-droit, mais en fait ils ont un peu la même attitude, c'est qu'on voit qu'il y a un volume significatif en fait sur la mention de l'innovation ICIR, mais on voit aussi une montée pour ces trois groupes-là des termes souveraineté et réindustrialisation. C'est quelque chose qu'ils associent à l'enjeu de l'innovation et notamment du CIR. Ce qui n'était pas forcément présent dans les autres groupes qui soient critiques ou défenseurs. Là, on voit que l'innovation est défendue comme un instrument en fait, de puissance et de compétitivité, de puissance à l'international. Dernier point, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail de tous les groupes, mais par exemple, pour le coup, le RN parle beaucoup d'innovation. Très peu des dispositifs, on voit qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la technique de la critique. En fait, il y a une espèce de critique un peu globale, d'interrogation sur est-ce que l'argent est bien dépensé, mais il n'y a pas de discours encore technique et micro qui a été vraiment développé sur cette thématique-là. Je veux bien la slide suivante. Merci. Moi, je voulais rentrer rapidement dans les tonalités qu'on entend sur les trois blocs. Alors, forcément, j'ai divisé un peu arbitrairement en trois blocs. Alors, en fait, il y a des nuances, mais là, on va avoir que 10 minutes pour y rentrer. Donc, au niveau du bloc de gauche, on voit plutôt une acceptation, mais je disais avec une petite nuance pour LFI, mais une acceptation de l'objectif d'innovation. Mais en fait, une nette remise en cause du CIR comme outil central de sa défense, pas seulement dans ses modalités, mais parfois même dans son existence. Parce que alors notamment avec les communistes, c'est les groupes qui critiquent le plus la captation, par exemple, par les grands groupes. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le débat, les effets d'aubaine et les effets d'optimisation fiscale. Avec une critique, en tout cas, de la preuve d'efficacité qui serait insuffisante. Donc aujourd'hui, en fait, ces groupes-là, ce qu'ils ont en commun, c'est en gros d'avancer des solutions un peu communes, c'est des conditionnalités, la réorientation vers la dépense budgétaire, c'est-à-dire plutôt au choix soit de la subvention directe, soit vers la recherche publique. Ça, notamment chez les communistes, c'est très présent cette idée que finalement l'innovation, elle n'a pas forcément à être faite par les entreprises privées et qu'il faut rediriger en fait ces budgets-là vers la recherche publique. On retrouve aussi, mais ça un peu plus quand on va vers le centre, notamment au niveau du PS, la question du ciblage en fait vers les PME et la deep tech. C'est le cas où en fait revient le terme deep tech. Pour ce qui est du bloc central, ensuite, sur la slide suivante, merci. Là, pour le coup, il y a une défense plus nette du CIR vraiment comme outil central en fait. En revanche, il y a des modalités qui sont critiquées, qui sont challengées. Les constats, je pense que c'est le bloc qui partage beaucoup de constats en fait avec le secteur sur la nécessité d'un temps long, de la visibilité, etc., d'une stabilité. Mais en revanche, c'est quand même un bloc où la question du ciblage et notamment, comme je disais avant, vers les PME, ça revient aussi beaucoup dans le bloc central, ou des matières les plus innovantes, ça revient beaucoup. Il y a quand même une idée de venir encadrer et de plafonner en fait cette dépense-là, avec aussi des idées de contrôle renforcées qui ne doivent pas déstabiliser tout l'édifice, mais avec quand même parfois des critiques sur certaines dérives. Sur le bloc de droite, là, c'est vraiment le bloc finalement le plus pro-CIR au sens où c'est un bloc où on n'entend pas les critiques de captation par exemple des grands groupes. En fait, l'utilisation du CIR par les grands groupes est jugée légitime parce que justement, comme je le disais un peu avant, c'est vu comme un outil de souveraineté et de réindustrialisation. Et de ce point de vue-là, en fait, la thématique du ciblage ne revient pas forcément.
Au contraire, on demande plutôt une sorte d'assouplissement, de simplification administrative et de sécurité juridique autour de ces dispositifs-là. Juste deux spécificités au niveau de ce bloc-là, pour exprimer quand même les nuances. La majorité sénatoriale est plus critique que le bloc à l'Assemblée nationale, parle davantage de venir encadrer cette dépense en la plafonnant, en la recentrant et en éliminant l'effet d'aubaine. Et petite particularité pour le RN, alors que je n'ai pas mis là parce que j'avais décidé pour aller vite, de découper en 3 blocs, mais en fait, pour le peu d'interventions qu'ils ont sur le dispositif-là, on se rend compte qu'ils se rapprochent en réalité beaucoup du discours, en tout cas sur la critique, plutôt du groupe communiste, c'est là où il y a le plus de convergence sur le discours des constats. Mais on voit qu'il n'y a pas de discours structuré sur une solution alternative aujourd'hui. Voilà pour le... Alors ça, c'était pour quand on vous enverra les slides, pour que vous ayez tous les acronymes et pour lire la lecture des diagrammes. Je voulais maintenant juste avoir un petit mot sur, avant de prendre des questions, sur finalement les points de convergence, parce que ça qui va être vraiment utile pour essayer d'anticiper de futures évolutions ou de futures, on va dire, majorité d'opportunités sur ces sujets-là. Le premier constat, c'est qu'il y a un consensus total sur l'objectif d'innovation, enfin pratiquement total. Et en fait, il y a un accord assez large qui se dégage, alors d'ailleurs plutôt entre le centre, surtout le centre et la gauche, de mieux distinguer en fait l'innovation additionnelle de ce qui peut produire des effets d'aubaine pour éviter les comportements opportunistes. Ils n'en parlent pas tous de la même façon, mais en fait, il y a quand même cette convergence d'idées-là, et avec aussi une partie de la droite. Donc ça, vraiment, c'est une tendance forte qui peut poser la question effectivement de la pérennité en fait de ce dispositif-là pour des grands groupes, peut-être dans un avenir moyen ou long terme. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup remis en cause, et ça veut dire, d'un point de vue stratégie d'affaires publiques, il y a un besoin pour le coup pour les grands groupes qui voudraient le défendre d'apporter plus de preuves d'efficacité et d'utilité sociale à leur usage du CIR, là où il y a beaucoup de convergence vers le fait qu'il faudrait un ciblage, à l'exception des groupes qui sont complètement contre, on l'a vu plutôt à la gauche de la gauche, mais il devrait avoir un ciblage plus fort sur les PME, les startups, la deep tech et tout ce qui finance vraiment l'innovation de pointe. Il y a un accord un peu implicite, pour finir un peu sur la question de l'évaluation en fait, du dispositif qui aujourd'hui, les députés ont resté un peu, et les sénateurs d'ailleurs aussi, sur leur fin concernant en fait les questions qui se posaient sur l'évaluation. Ça peut aussi laisser penser qu'à l'avenir, il pourrait avoir des missions d'évaluation pour vraiment aller au fond du sujet avant d'en discuter comme ça sur un coin de table à l'occasion du budget. En tout cas, le sujet n'avait pas été préparé. Pour finir, j'avais produit ce dernier graphique en fait qui sur cette thématique-là, donc reprenait tous les amendements et mettait en évidence en fait le nombre d'amendements déposés, adoptés, et donc en fait le taux d'adoption. Finalement, qu'est-ce que ça dit? C'est que les amendements, alors qu'ils aient été poussés par des députés ou derrière par des lobbyistes, là où ils ont reçu il y a eu plus de compromis qui s'est créé, c'est au niveau du gouvernement, mais c'est logique parce que c'était finalement le jeu du gouvernement sur ce budget-là, d'essayer d'avoir un compromis large pour pas être emporté, pas être censuré. Mais on voit aussi que Renaissance arrivait à créer aussi des compromis avec différents groupes, avec un très bon taux d'adoption. Et alors là, ça se voit pas trop parce qu'en fait, j'ai décidé pour la visibilité de fusionner certains groupes entre le Sénat et l'Assemblée pour montrer plus des blocs politiques que vraiment des groupes. Donc là, ça se voit pas trop, mais en fait, le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, donc qui regroupe en fait des députés un peu indépendants, mais plutôt situés au centre-gauche, en réalité, là, on ne le voit pas à cause de la fusion du groupe RDSE, mais un très très bon taux d'adoption. Et ce qui confirme en fait sur beaucoup d'autres matières, on le voit, son rôle vraiment de groupe pivot à l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça c'était un peu la slide pour les gens qui font qui discutent avec les élus. Finalement, aujourd'hui, les groupes charnières les plus efficaces pour faire passer un amendement et passer une modification et trouver un compromis, finalement, c'est la Renaissance, c'est Lyotte, alors aussi des groupes de droite dans le discours qu'ils portaient, c'est des grands groupes, eux défendaient les grands groupes. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a ces taux d'adoption qui permettent d'indiquer quels sont les groupes charnières sur le sujet.
Voilà, c'est tout pour moi, mais je suis à disposition si vous avez des questions, notamment sur la méthodo ou sur certains blogs sur lesquels je ne serais pas allé. Bonjour à tous et merci Sacha pour ces éléments de contexte. On va voir à présent de quelle manière ces différentes tendances des débats ont été appliquées dans les lois de finances 2025 et 2026 avec les mesures concrètes qui ont été appliquées aux différents dispositifs. Donc, on reviendra sur la loi de finances 2025 puisque ça impacte directement vos déclarations fiscales actuelles, puisque sur ce début d'année 2026, c'est la période un peu cruciale pour toutes les déclarations de crédit d'impôt 2025 qui doivent être réalisées avant mai 2026. Les principaux dispositifs impactés vont concerner le crédit d'impôt innovation qui a été prolongé jusqu'en 2027 mais avec un taux réduit. Le statut jeune entreprise innovante avec un relèvement du taux minimal de dépenses de recherche et développement et le crédit impôt recherche avec une restriction et une suppression de certaines dépenses. On abordera aussi en parallèle dans la suite de la présentation le projet de loi de finances 2026 qui tend plutôt vers une stabilité des dispositifs fiscaux. Concernant le statut jeune entreprise innovante, il pourrait être étendu aux sociétés de l'économie sociale et solidaire avec un statut jeune entreprise innovante à impact. Et enfin, pour ce qui est du crédit d'impôt collaboration recherche et du crédit d'impôt au titre d'investissement dans l'industrie verte, qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2025, ils seront prolongés jusqu'au 31 décembre 2028. Donc, on va revenir plus en détail sur ces différents dispositifs, à commencer par le crédit impôt innovation, qui est, pour rappel, à destination des PME uniquement, qui a été mis en place en 2013 et qui va aider les PME à financer des activités de conception de nouveaux produits plus performants sur le marché, avec des performances soit sur le plan technique, sur le plan de l'ergonomie, sur le plan des fonctionnalités ou de l'éco-conception. Donc, ce dispositif a été reconduit par la loi de finances 2025 et est maintenu jusqu'au 31 décembre 2027, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui offre aussi de la visibilité aux PME. Par contre, on constate que ce dispositif reste aujourd'hui fragilisé puisque le taux de financement a été revu à la baisse avec un taux de 20% à compter du 1er janvier 2025. Donc, pour l'historique de ce dispositif, pour information, historiquement, le taux initial était de 20% sur l'assiette des dépenses, mais il y avait des frais de fonctionnement forfaitaires qui s'ajoutaient sur le personnel et les amortissements matériels. Pour les années 2023 et 2024, il y avait eu un rehaussement du seuil à 30%. Par contre, une suppression des frais de fonctionnement. Donc là, à partir de 2025, le taux est à nouveau de 20%, toujours sans frais de fonctionnement. L'assiette maximale de dépenses par année reste inchangée. C'est toujours 400 000 € de dépenses par an pour chaque exercice. Donc, le montant maximal finalement du crédit d'impôt 2025 sera donc de 80 000 € au maximum, contrairement à 2023 et 2024 où le plafond du crédit d'impôt était de 120 000 €. Par rapport à la loi de finances 2026, il n'y a pas d'évolution prévue sur le dispositif. Donc, les modalités de calcul restent similaires avec un taux de 20%. Donc, on voit ici sur la slide à l'écran un exemple illustré avec le calcul du C2I à compter de 2025 et qui sera identique pour 2026. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que malgré la baisse du taux à 20%, le périmètre des dépenses éligibles n'a pas évolué par rapport à 2024, notamment pour ce qui est en lien avec les dépenses de propriété intellectuelle, qui, pour le C2I, au-delà des brevets, s'applique aussi aux dessins et modèles. Ces dépenses restent éligibles, contrairement à sa suppression dans le crédit impôt recherche. On y reviendra par la suite avec Valentin. Et donc, le plafond, comme vous le voyez, reste de 400 000 € de dépenses et la diminution du taux implique donc un montant maximal de 80 000 € par an à compter de 2025. Passons à présent au statut jeune entreprise innovante, qui constitue aujourd'hui un levier structurant pour les PME fortement engagées en R&D. Donc, malgré plusieurs évolutions sur ces dernières années, le statut permet aujourd'hui de réduire les coûts fixes liés à la R&D, en particulier avec des exonérations de charges sociales pour le personnel R&D, ce qui facilite les embauches pour les jeunes PME.
Le dispositif permet également de bénéficier de certaines exonérations d'impôts locaux. Et depuis 2024, le statut jeune entreprise innovante a aussi pour vocation d'encourager les entreprises à lever des fonds auprès de particuliers avec des incitations fiscales pour les investisseurs et une réduction d'impôts de 30 à 50%. Un autre avantage depuis 2024 sur les JEI, c'est l'accès facilité à la commande publique. Donc, pour bénéficier de ce statut jeune entreprise innovante, donc pour rappel, il y a 5 critères qui doivent être remplis à la clôture de chaque exercice. Être une PME, avoir moins de 8 ans, être indépendante et réellement nouvelle, et avoir un seuil minimal de dépenses de R&D par rapport au total de ses charges. Donc, historiquement, ce seuil a été fixé à 15%. À compter des exercices ouverts à partir de 2025, le taux minimal est relevé à 20%. Dans le cadre de la loi de finances 2026, la bonne nouvelle, c'est que ce taux-là est maintenu à 20%. Et que les avantages du JEI sont maintenus. Donc là, sur les slides, on voit les dernières évolutions qu'il y avait eu sur le statut jeune entreprise innovante, notamment l'élargissement à 2 catégories différentes qui avaient été mises en place depuis 2024, les jeunes entreprises innovantes de croissance et les jeunes entreprises innovantes de rupture. Pour 2026, comme je l'ai dit en introduction, un élargissement du statut est évoqué pour les entreprises solidaires d'utilité sociale et les sociétés d'économie sociale et solidaire. Donc, en fonction de l'intensité du volume de recherche, comme vous le voyez sur ces slides, la nouvelle répartition est donc la suivante. Donc, les jeunes entreprises innovantes de croissance, qui sont des sociétés de plus de 3 ans qui engagent entre 5 et 20% de dépenses de R&D avec des critères de croissance forts. Les jeunes entreprises innovantes de rupture qui engagent des dépenses supérieures à 30% et les jeunes entreprises innovantes à impact qui ciblent plus précisément les entreprises de l'économie sociale et solidaire avec un taux de dépenses de plus de 5%. Donc, sur la slide suivante, comme expliqué précédemment, le taux du statut JEI minimal de dépenses de R&D a été revu à la hausse à 20%. C'est important d'avoir en tête que le statut jeune entreprise innovante est lié aux activités de recherche et développement et donc en lien avec les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche qui sont impactées par la loi de finances. Donc, les modifications de la loi de finances peuvent mécaniquement rendre plus difficilement l'atteinte de ce seuil de 20% pour les entreprises. On voit par exemple sur cet exemple que pour les mêmes dépenses engagées, le respect du seuil n'est plus rempli à compter de 2025, notamment avec la suppression des frais de brevet et la baisse des frais de fonctionnement, mais qui est un peu plus mineure. Donc, dans ce cas-là, la suppression des dépenses de pays, qui est quand même souvent utilisée par les jeunes sociétés comme barrière à l'entrée pour garder une avance concurrentielle, implique un non-respect du seuil. Donc, on va maintenant parler du crédit impôt recherche, qui est donc le principal instrument fiscal de soutien à la R&D en France, avec une enveloppe de 7,2 milliards d'euros en 2023, qui a bénéficié à un peu plus de 15 000 entreprises. Donc, le CIR, pour rappel, il permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% des dépenses de R&D éligibles pour les entreprises qui mènent des opérations de R&D. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que la R&D au sens du CIR? Ce sont les opérations qui visent à développer de nouvelles connaissances et à lever des verrous scientifiques. Donc, comme le disait Sacha tout à l'heure, le CIR, c'est un dispositif qui est souvent décrié pour son coût pour les finances publiques et également par certains groupes parlementaires pour son efficacité. Donc, en ce sens, la loi de finances 2025 est venue restreindre le périmètre d'application du CIR dans le but de générer une économie de 450 millions d'euros pour l'État sur l'exercice 2025. Cette loi de finances porte 4 mesures phares qui concernent principalement les postes de dépenses dont le caractère incitatif a été jugé moins efficace. Donc, on va y revenir un peu plus en détail dans les slides suivants. En parallèle, ce qu'on observe au-delà de cette rationalisation du périmètre du CIR, c'est un renforcement également des procédures de contrôle depuis plusieurs années, donc qui s'intensifient, et les attentes de l'administration fiscale qui sont de plus en plus fortes, notamment en matière de traçabilité et de justification.
Le projet de loi de finances 2026 qui a été adopté en tout début de semaine, lui, ne comporte aucune mesure concernant le CIR, donc c'est plutôt une bonne nouvelle après le coup de rabot massif de la loi de finances 2025, puisque le CIR va rester en 2026 sanctuarisé. Maintenant, on va voir donc de quelle manière ces mesures impactent les CIR 2025 qui sont déclarés cette année au mois de mai pour les entreprises qui clôturent au 31/12. Donc la première mesure de cette loi de finances 2025, elle concerne la veille technologique, qui est une activité qui est inhérente à tout projet de R&D et qui est absolument essentielle pour les entreprises puisqu'elle leur permet de se tenir à jour sur les avancées scientifiques et technologiques dans leur secteur. Donc auparavant, les dépenses qui étaient éligibles étaient, pour rappel, les abonnements à des bases de données scientifiques et des revues scientifiques, l'achat d'études technologiques et également la participation à des congrès scientifiques. Donc, ces dépenses rentraient en compte dans le calcul de l'assiette du CIR. Tu peux revenir au slide précédent, s'il te plaît, Guito. Ces dépenses rentrent en compte dans l'assiette du CIR avec un plafonnement à 60 000 € et donc étaient prises en compte à hauteur de 30%, ce qui donnait un CIR correspondant de 18 000 €. Donc la loi de finances 2025 vient supprimer désormais ces dépenses dans l'assiette de calcul du CIR pour une économie prévue de 40 millions d'euros. Donc l'impact financier pour les entreprises est plutôt contenu. Néanmoins, c'est une mesure qui va impacter directement la capacité des entreprises à pouvoir anticiper les évolutions scientifiques et technologiques et donc qui peut impacter la manière aussi dont elles vont orienter leur stratégie de R&D. La seconde mesure de cette loi de finances 2025, c'est sur la propriété intellectuelle. Donc pour mémoire, les dépenses liées à la prise, à la maintenance et à la défense des brevets et des certificats d'obtention végétale étaient auparavant éligibles au CIR. La loi de finances 2025 exclut donc ces dépenses de l'assiette du CIR en vue de réaliser une économie substantielle de 200 millions d'euros. Donc évidemment, c'est une mesure qui peut réduire l'incitation à déposer des brevets, notamment pour les jeunes entreprises, et qui vient aussi les priver d'un levier pour protéger leurs innovations et aussi pour se démarquer de la concurrence. Donc une mesure qui, en somme, fragilise la partie la plus amont de la chaîne de valeur de l'innovation. À noter que, comme le précisait Swad tout à l'heure, les dépenses de propriété intellectuelle restent éligibles au crédit impôt innovation, donc pour les PME. Ensuite, donc les frais de fonctionnement, donc ce sont des frais qui visent à couvrir les frais généraux exposés par les entreprises à raison des opérations de R&D, qui sont fixés forfaitairement et qui voient leur taux abaisser à 40% pour une économie estimée à 110 millions d'euros. Donc, le tableau reprend un peu l'évolution de ces frais de fonctionnement depuis 2020. Donc auparavant, ils étaient de 50% pour les dépenses de personnel et 100% pour les dépenses de jeunes docteurs et 75% pour les dotations aux amortissements, qu'ils ont été abaissés à 43% des dépenses de personnel en 2020 et désormais le taux des frais de fonctionnement est porté à 40% pour l'ensemble des dépenses de personnel, y compris les jeunes docteurs, sur lesquels on va revenir dans la slide suivante. À noter que les frais de fonctionnement relatifs donc, aux dotations aux amortissements, eux, restent maintenus à 75%. Donc, le régime jeune docteur, c'est un dispositif qui permettait de bénéficier d'un taux bonifié pour les jeunes docteurs. Donc, pour en bénéficier, il fallait répondre à deux critères. Le premier, c'est qu'il s'agisse du premier recrutement en CDI depuis l'obtention du doctorat. Et le second, c'est que l'effectif R&D de l'entreprise n'est pas diminué par rapport à l'année précédente. Donc ce statut permettait de doubler le salaire des jeunes docteurs dans le calcul du CIR, avec des frais de fonctionnement à 100% des dépenses de personnel, et ce pendant 24 mois. Donc c'est un dispositif qui rendait les jeunes docteurs fiscalement très avantageux, puisque leur coût R&D était couvert à hauteur de 120% pendant 2 ans. Donc le régime a été supprimé donc, avec la loi de finances 2025. Au-delà de l'avantage fiscal, c'était aussi une mesure qui visait à favoriser l'embauche des jeunes docteurs dans le secteur privé, et donc d'une certaine manière à renforcer le lien entre la recherche académique et l'innovation industrielle. Ce qu'on perçoit aujourd'hui chez certains de nos clients, c'est que suite à la promulgation de la loi de finances, outre l'impact financier, la mesure risque d'avoir aussi des impacts sur l'emploi des jeunes docteurs et la dynamique d'innovation. Donc on a préparé un exemple pour illustrer concrètement l'impact de ces mesures sur les aides fiscales qui sont perçues par les entreprises. Donc on a pris ici l'exemple fictif d'une société qui expose des dépenses de R&D avec un ingénieur à 50 000 € brut annuel,
un jeune docteur rémunéré également 50 000 euros brut annuels, et également des dépenses de brevet à hauteur de 10 000 euros et des dépenses de veille techno à hauteur de 5 000 euros. Donc le tableau détaille le calcul du CIR pour l'exercice 2024 en colonne de gauche et pour l'année 2025 et les suivantes en colonne de droite. Donc ce qu'on voit, c'est que les dépenses de personnel, elles, ne changent pas. Ensuite, pour les jeunes docteurs, donc en 2024, le jeune docteur bénéficie du taux bonifié, donc son salaire est doublé, tandis qu'en 2025, son salaire est pris à hauteur du montant du salaire brut chargé, donc 50 000 euros. Ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement, le taux des dépenses de fonctionnement est pris à 43% du salaire de l'ingénieur et 100% pour le jeune docteur, ce qui donne des dépenses de fonctionnement de 121 000 euros. Tandis que pour 2025, le taux appliqué est de 40% pour l'ensemble du personnel, ce qui donne des dépenses de fonctionnement de 40 000 euros. Et enfin, donc les dépenses de brevets et de veille technologique qui étaient auparavant éligibles ne le sont plus en 2025, ce qui donne donc un CIR pour l'année 2024 de 86 000 euros contre 42 000 euros pour l'année 2025 et les suivantes. Ce qu'on voit à travers cet exemple, c'est que une société qui exposerait les mêmes montants de dépenses R&D qu'en 2024 verrait son CIR divisé par 2. Donc c'est un impact qui est très fort et d'autant plus pour les entreprises qui ont intégré le dispositif dans leur plan de financement et qui comptent sur les aides fiscales pour pouvoir structurer leurs équipes R&D. Donc c'est une réforme qui peut amener les entreprises à revoir leur stratégie d'innovation et leurs projets et les dynamiques de croissance à la baisse. Alors en pratique, la loi de finances 2025 s'applique à compter du 15 février, date à laquelle elle a été promulguée, ce qui veut dire que vous pouvez toujours valoriser les dépenses de jeunes docteurs, de veille technologique et de propriété intellectuelle jusqu'au 14 février. Donc si vous souhaitez optimiser votre CIR, il est possible de dissocier les deux périodes dans les chiffrages et dans les déclarations. Néanmoins, ça donne lieu à une mécanique de calcul qui est un peu plus complexe pour l'exercice 2025 et qui vient alourdir encore une fois la charge liée au calcul du CIR. Donc voilà, il est bien important pour cette année d'être rigoureux et d'avoir un processus maîtrisé pour sécuriser sa déclaration. Parfait. Donc, concernant les crédits d'impôt collaboration recherche et crédits d'impôt industrie verte, comme je l'ai introduit tout à l'heure, donc ces dispositifs seront reconduits. Donc, sur le crédit d'impôt collaboration recherche, pour rappel, il est applicable depuis le 1er janvier 2022 pour les dépenses et pour les dépenses qui étaient engagées jusqu'au 31 décembre 2025. Ce dispositif avait notamment été mis en place suite à la suppression du doublement d'assiette pour les dépenses engagées auprès d'organismes publics qui avait été supprimé en 2022. Donc, ce crédit d'impôt a été mis en place pour inciter les entreprises à engager des travaux de recherche dans le cadre de collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion de connaissances agréés SICO. Il s'adresse à tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Le taux du crédit d'impôt est emporté à 50% pour les PME et 40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Donc, le dispositif est reconduit jusqu'en 2028 et applicable au 1er janvier 2026 avec du coup cette volonté de renforcer les liens entre recherche publique et industrie dans une logique européenne collaborative. Pour ce qui est du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, il est applicable depuis mars 2024 dans une politique de soutien à la transition écologique et à la réindustrialisation verte de la France, avec une échéance qui a été fixée au 31 décembre 2025 également. Donc, il vise à soutenir les dépenses d'investissement industriel dans des filières clés stratégiques de la transition énergétique, donc batteries, éoliens, panneaux solaires et pompes à chaleur, pour encourager la production de solutions permettant le développement d'énergies renouvelables. Donc, jusqu'en 2025, le taux de financement maximal était de 20 à 60% en fonction de la taille de l'entreprise et de sa localisation. Le projet de loi de finances prévoit un prolongement du dispositif à compter du 1er janvier 2026, avec par contre une révision des conditions d'éligibilité et des critères de suivi pour que le dispositif reste conforme au droit européen des aides d'État. Oui, on va parler ensuite donc des aides publiques et plus particulièrement du programme France 2030.
Donc pour mémoire, France 2030, c'est un programme qui a été lancé en 2021, qui prévoyait un investissement de 54 milliards d'euros sur 5 ans pour soutenir l'innovation, articulé autour des secteurs stratégiques. C'est un programme qui est opéré notamment par BPIFrance, qui joue un rôle majeur dans l'attribution des aides publiques et dans la mise en œuvre des appels à projets, aussi bien à l'échelle nationale qu'en région. Le gouvernement donc, a ajusté le budget du programme avec une réduction significative des crédits alloués à France 2030. En 2025, donc, les crédits s'élevaient à 5,3 milliards, dont 4 milliards qui étaient alloués aux investissements stratégiques via des appels à projets structurels et les concours à l'innovation comme l'ILAB ou l'IDEMO. Ça représente 2,4 milliards de moins qu'en 2024, donc une baisse d'environ 30%, qui s'est traduite en 2025 par différents phénomènes. Tout d'abord, ce qu'on a constaté, c'est un ralentissement significatif du déploiement des aides. La fermeture de certains appels à projets également, comme le concours à Innov, qui était un appel à projets structurant pour soutenir les projets portés par les PME et les startups. Et puis également une diminution du montant des financements qui ont été attribués sur les lauréats. C'est une tendance qui risque malheureusement de se poursuivre en 2026, puisque l'année démarre avec une nouvelle coupe budgétaire d'un peu plus d'1 milliard d'euros qui vient réduire à nouveau le soutien qui sera apporté aux entreprises dans le cadre du programme sur 2026. Donc, à noter que cette coupe budgétaire s'inscrit vraiment dans une logique de pilotage des finances publiques. Donc, elle ne remet pas en cause les orientations du plan, c'est-à-dire que les appels à projets qui ont été ouverts devraient se poursuivre jusqu'à l'épuisement des crédits. En revanche, la réduction de budget risque d'impacter la capacité à ouvrir de nouvelles enveloppes. Donc, évidemment, c'est un contexte qui donne lieu à une compétitivité plus importante, qui va appeler nécessairement une montée en qualité des projets des candidats. Donc, pour maximiser ses chances de réussite, il faut monter des projets qui répondent pleinement au cahier des charges des dispositifs Vivet et qui sont alignés au maximum avec les priorités régionales et nationales. On observe effectivement déjà sur 2025 que les aides qui sont allouées se concentrent sur les domaines prioritaires, donc la deep tech, l'IA, la transition écologique, la santé et également la cyber. Un autre élément qui est prépondérant dans l'attribution de ces aides, c'est la santé financière, qui est plus que jamais regardée par les opérateurs de financement, qui adoptent ici une logique bancaire et donc vont privilégier les sociétés qui ont une meilleure visibilité en trésorerie et de l'attraction commerciale notamment. Donc dans ce contexte où l'attribution des subventions tourne au ralenti, il peut être intéressant également d'aller chercher d'autres modalités de financement qui sont plus accessibles, comme par exemple les avances en trésorerie ou les prêts bancaires, ou également d'aller chercher des opportunités auprès de guichets qui sont plus solides sur cette période, comme l'Europe, où les budgets sont en hausse, notamment ceux du programme Horizon Europe. Et tu peux passer au slide suivant, super. Donc pour conclure sur cette loi de finances 2025 et sur les orientations déjà visibles sur 2026, on a d'un côté donc des enveloppes publiques qui se resserrent avec des dispositifs qui sont plus sélectifs, plus concurrentiels, avec des calendriers d'attribution des aides qui sont parfois incertains, et de l'autre des aides fiscales qui voient leur périmètre d'application se restreindre et les contrôles se renforcer. Néanmoins, les aides fiscales restent dans ce contexte des leviers relativement stables pour soutenir l'activité de R&D des entreprises. Les coûts de rabot sur le CIR et le C2I ne remettent pas en cause l'intérêt de ces dispositifs, mais ça demande en revanche de mettre en place des processus structurés et d'avoir des accompagnements adaptés pour pouvoir sécuriser sa trésorerie et continuer finalement à développer et à soutenir son activité de R&D. On rappelle également que les budgets européens sont en hausse, donc l'Europe offre des opportunités qui sont intéressantes et qui peuvent permettre de financer des projets ambitieux et devenir des relais de croissance à condition de savoir bien les activer. Donc, pour optimiser la valorisation de sa R&D, voilà, il est plus que jamais nécessaire de déployer des stratégies de financement qui combinent intelligemment les différents dispositifs, donc les aides publiques, le fiscal, l'equity, le bancaire pour faire levier, et puis également l'Europe. Donc tout ça demande évidemment de structurer ces projets en amont pour être capable d'identifier au plus tôt les opportunités qui sont pertinentes et puis de pouvoir
mobiliser les bons dispositifs au bon moment. Donc, dans ce contexte qui demande quand même une certaine rigueur, on ne peut que recommander de se faire accompagner par des cabinets spécialisés qui maîtrisent bien les différents dispositifs pour pouvoir aller chercher un maximum de financement et soutenir au mieux la croissance des entreprises et leurs projets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils avisés pour monter des dossiers de financement. Et pour partager également une vision investisseur, et en tout cas, merci pour tout ce qui a été dit sur la partie financement d'innovation. En effet, la conclusion qui a été apportée juste avant, elle est clé sur le fait de penser son besoin de manière globale et de pouvoir diversifier en fait sa stratégie de financement. Et sur la partie investissement, nous, qu'est-ce que l'on peut dire, c'est que évidemment la fiscalité pour les startups et pour les BA, c'est important, c'est une incitation pour investir, mais en tout cas, nous, de notre côté, ça reste pas un moteur principal. C'est utile, évidemment, de savoir que dès lors qu'une entreprise a le statut JEI ou autre, on peut défiscaliser tel pourcentage du montant qu'on a investi, mais il n'empêche que on garde quand même en tête le fait d'avoir des critères d'investissement qui vont au-delà de la partie fiscale en tant que telle. Ce qu'on peut pour autant dire, c'est qu'il y a une prime à la résilience très claire. Et ce qui prime aujourd'hui réellement, nous, de notre côté, ça va être de pouvoir revenir sur des critères qui sont tangibles, qui sont mesurables, comme le fait pour une startup d'avoir une traction d'un point de vue marché, d'un point de vue produit, d'avoir des revenus, d'avoir en tête aussi le chemin vers la rentabilité, puisqu'on voit que le cycle de financement est difficile et long à opérer. Donc, dès lors qu'on devient rentable rapidement, on peut en fait avoir les mains beaucoup plus libres pour exécuter sa roadmap. Et puis, un des critères fondamentaux, nous, de notre côté, c'est aussi la qualité de l'équipe fondatrice. Et donc, nos BA, ou en tout cas, ce que l'on a en tête, c'est le fait de garder vraiment une vision long terme, d'aller au-delà des cycles économiques que l'on peut connaître ou des cycles réglementaires. Et puis, de se dire que une startup doit fondamentalement avoir le moins de dépendance possible au financement et aux subventions, avec le fait d'être solide par essence, avec comme point d'or que le business aujourd'hui, ça doit rester vraiment le juge de paix. Et pour nos BA, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on va toujours aussi avoir une stratégie de diversification du portefeuille, avec une gestion des risques qui est donc du coup mesurée, répartir évidemment sur plusieurs startups, avec une logique de lisser ces différents investissements, avoir des investissements qui vont être fléchés vers des entreprises qui seront plus risquées sur des sujets deep tech, biotech ou autres, et qui là évidemment sont des secteurs qui vont être beaucoup plus éligibles à des subventions, à des aides ou à des éligibilités fiscales, et donc peut-être par essence à des cycles économiques ou réglementaires, et d'autres des projets un peu plus low-tech, mais qui apportent de l'innovation d'usage par essence, qui eux seront du coup beaucoup moins éligibles à ça. Et donc ce mix, cette stratégie de diversification du portefeuille, elle est clé pour nos investisseurs, parce qu'elle permet aussi de pouvoir de ne pas avoir un impact trop important, enfin de ne pas subir un impact trop important sur les politiques qui peut y avoir au fil des années. Et on le remarque aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'études qui sont sorties. Ok, on a un petit souci de connexion chez PBA. Ce que je propose, c'est qu'on commence le Q&A en attendant le retour de Valentin. On va d'abord commencer par les questions qui sont issues du chat. Allô ? On a une première question. Valentin est revenu. Ouais, désolé, les aléas du direct. Et on reprendra le Q&A. Bon, je ne sais pas à de quel moment ça a coupé. Je vous prie de m'excuser, je suis vraiment désolé. Ce que je souhaitais dire peut-être pour conclure, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir passer sur un temps de questions-réponses, c'est que il y a une baisse des financements et des investissements très clairement, et elle peut être liée à la partie fiscale, mais pas que. Pour autant, en fait, il faut la mettre dans le contexte où aujourd'hui c'est plus vrai en série A qu'en seed, puisque nous, nos BA,
sont aussi intéressés par le volet accompagnement en plus de la partie financement pur, avec l'idée de pouvoir vraiment accompagner les projets drivés par une conviction long terme qui plus est, et pas sur des sujets systémiques ou réglementaires. Et donc, c'est à dissocier peut-être de l'impact que pourraient avoir les différentes lois de finances, même si évidemment ça n'aide pas sur le long terme, et l'État doit avoir un rôle à jouer pour, on va dire, permettre le financement de l'innovation aussi bien sur la partie publique que privée. Donc, nous, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de désengagement côté investisseur seed, notamment chez PBA. Et très clairement, hein, ce qui fera la différence pour nous, c'est des startups qui vont avoir une vision claire sur leur roadmap et sur leur manière d'opérer, qui vont adopter une certaine résilience par rapport au cycle économique et par rapport à leur modèle économique. Et pour nos investisseurs, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est la vision long terme qui va au-delà même des cycles de financement, et le fait de pouvoir diversifier en fait par essence son portefeuille pour aussi lisser les risques lors de ces investissements. Donc en résumé, même si évidemment le cadre évolue, le cadre a évolué et sera amené encore à évoluer, et que les aides publiques se resserrent, et ça pour le coup on peut que le déplorer. L'appétit pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat reste là, à condition que, évidemment, les startups puissent se montrer résilientes, et que nous, de notre côté, on puisse avoir une certaine stratégie, une certaine conviction et une certaine discipline en termes de process d'investissement qui permettent d'outrepasser ces différents risques. Merci beaucoup pour cette partie. Donc, on en vient au Q&A. On va commencer par les questions issues du chat. On a une première question qui est les budgets européens sont en hausse, mais pas leur financement. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ce qu'on peut imaginer, c'est que effectivement cette hausse des budgets va donner lieu à l'ouverture de davantage d'enveloppes et d'appels à projets sur 2026. Donc potentiellement davantage de projets financés, même si effectivement le montant des financements qui est attribué ne sera pas forcément en hausse. Parfait. On a une autre question. Alors malheureusement, la question sur le plafond du taux d'IS à 15% a-t-il été modifié dans le PLF 2026 n'est pas de notre périmètre, mais on peut répondre à d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser. Je sais que vous êtes un peu timide dans le chat pour l'instant, mais si vous voulez prendre la parole, c'est la partie Q&A, donc n'hésitez pas. Une question. Le fait que le budget sera promulgué, j'imagine, autour du 15 ou 16 février, toutes les mesures s'appliquent à partir du 1er janvier ou à partir de la signature de cette loi de finances au mois de février? En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe pour le mois et demi entre les deux? Alors, sur les dispositifs qu'on a vus ensemble, on a vu qu'il n'y avait pas de modification sur les principaux dispositifs. Le seul changement, c'est surtout sur les dispositifs qui arrivaient à échéance au 31 décembre 2025, qui étaient le crédit d'impôt collaboration recherche et le crédit d'impôt investissement industrie verte. Donc, pour ces deux dispositifs-là, les dépenses seront bien prises en compte dès le 1er janvier 2026. Par contre, pour les autres, comme il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de modification à prévoir. Mais c'est une très bonne question parce que c'est le cas pour 2025. Hein, typiquement, comme vous l'a dit Valentin, c'est que sur 2025, comme la loi de finances 2025, de la même manière, avait été promulguée en février 2025, sur le calcul, par exemple, du crédit d'impôt 2025, il y a bien deux modes de calcul différents selon les évolutions. La bonne nouvelle, c'est que pour 2026, il n'y aura pas ce découpage à faire. OK, merci. De rien. Alors, sur la labellisation SICO pour les organismes de recherche, donc c'est un agrément différent que l'agrément CIR. Donc, c'est bien une démarche distincte à faire par les laboratoires de recherche. Donc, en général, les organismes ont l'habitude de faire ces démarches, mais je vous invite à bien valider avec vos partenaires quels aient les bons agréments en fonction du dispositif visé. Mathieu avait une question, peut-être que… En attendant la question de Mathieu qui sera rédigée dans le chat, on peut répondre à une autre question. Et je pense qu'après celle de Mathieu, on clôturera la session Q&A s'il n'y a pas d'autres questions.
Donc, la question était pour Valentin Berner. Je sais pas si... Yes, pour y répondre sur aujourd'hui ce qui fait qu'on sélectionne certains projets en sachant que il y a moins d'aide publique. Bah, c'était ce que je disais sur le caractère résilient et sur le fait d'être beaucoup moins dépendant. On va se focus sur l'équipe et sa qualité d'exécution, sur le fait que aujourd'hui il y a déjà en tout cas des preuves notables de marché, des choses qui existent avec une capacité à mesurer le gain qui est apporté côté client, le fait que le marché soit important et qu'il y a un degré aussi d'innovation nécessaire qui permettent en fait de se dire qu'il y a aussi une barrière à l'entrée par rapport à de nouveaux entrants. Ça laisse quand même la place à pas mal de startups, à beaucoup de sociétés. Et typiquement, aujourd'hui, on ne retient pas en critère le fait que telle ou telle startup sera plus ou moins assujettie à tel ou tel type d'aide. Par contre, ce qui est quand même important pour nous, et on le sait aussi par rapport à notre capacité d'investissement, c'est que sur du seed, avoir un ticket moyen à 400 000 euros, ça nous permet globalement de pouvoir intervenir sur la majorité, en tout cas, des tours, puisque généralement, la fourchette se situe entre 500 000 et 3-4 millions d'euros. C'est ce que va rechercher une startup. Donc, typiquement, nous, avec 400 000 euros, on a un rôle à jouer. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si demain, pour opérer la startup est à juste titre, parce qu'elle est sur des sujets industriels, aéronautiques, aérospatiaux ou autres, et a des besoins de 15, 20, 30, 40 millions d'euros avec une grosse part en equity, nous, on aura du mal à y aller parce que notre capacité à peser va être limitée. Donc, on préférera quand même se dire que on se concentre sur des projets sur lesquels, si jamais il y a des sujets sur la roadmap et une nécessité de refinancement, nous, PBA, on peut quand même intervenir et avoir un rôle significatif sur ce refinancement-là. Bien, écoutez, on va clôturer cette session de Q&A. Vous recevrez tous le replay de cette session dès demain. Je vous souhaite une très bonne journée.